Bonjour tout le monde. Vous êtes ici avec moi-même, Jean-Philippe Loisel, votre courtier immobilier avec plus de 1000 transactions immobilières, Montréal et les environs. Une équipe complète, 8 courtiers immobiliers, un notaire, une avocate, ainsi que d'autres spécialistes. Puis j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un grand spécialiste. Un spécialiste qui travaille à l'interne de l'équipe, mais vraiment spécialisé. Où est-ce que 80% de sa business est les plex, les bâtiments commerciaux, comment ça fonctionne une location commerciale. Donc, il est vraiment spécialisé à ce niveau-là. Kelly Nia. Kelly, peut-être as-tu un petit point pour te présenter pour les gens qui nous écoutent? Absolument, Jean-Philippe. C'est un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci pour ça. Mon nom, c'est Kali Ignan, comme tu l'as expliqué. Je travaille dans l'équipe de Jean-Philippe Loisel, euh, majoritairement dans le sud-ouest, Verdun, puis Rive-Sud un peu. Puis je fais beaucoup de transactions avec des investisseurs qui cherchent à accumuler un portefeuille d'immeubles de, mettons, 5, 6 portes et plus. Donc, on parle de multifamilial, peut-être même des choses qui sont mixtes avec commercial aussi. Absolument. Puis tu as participé également à plusieurs grandes transactions immobilières à Montréal, dont une banque, dont d'autres immeubles à revenus que tu as vendus, des 10, 20, 30 logements également, dont tu as participé, que ce soit avec le vendeur, avec l'acheteur et dans certains cas les deux. Donc on va rentrer au niveau des points de discussion d'aujourd'hui, puis on va aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le MRB, Kelly? Donc, le MRB, on parle du multiple revenu brut. C'est quelque chose, en fait, qui nous permet d'avoir un petit aperçu par rapport au revenu actuel de la propriété. Ça nous donne, en fait, le multiple, ça nous donne, par rapport au prix demandé et les revenus bruts actuels, donc sans considérer les dépenses du bien, c'est quoi qu'il demande comme prix. Je donne un exemple. Euh, Si les revenus bruts sont 50 000 et puis le prix demandé est 1 million, donc ça veut dire qu'on a 20 fois, le MRB est 20x, 20 fois le revenu brut. Absolument. Puis j'ai entendu souvent ça, surtout par, on pourrait dire, les plus vieux de la vieille de l'immobilier. Ah ben, le bien, il est à 10 fois, 12 fois, 15 fois les revenus. Ah, c'est combien de fois les revenus que tu demandes? Combien de fois? Et c'est pas tant le prix demandé, mais je pense que c'est le nombre de fois les revenus pour ces gens-là. Alors qu'aujourd'hui, avec les valeurs de propriété qui ont tellement augmenté, euh, c'est sûr que c'est pas les mêmes chiffres qu'on voyait autrefois ou le même MRB qu'on voyait à l'époque. Puis ça m'amène au deuxième point. Le MRN, c'est quoi, Kali? Donc oui, justement, Jean-Philippe, c'est sûr que il était une fois, les multiples étaient beaucoup moins élevés. Ce n'est plus le cas, mais ça ne veut pas dire que c'est des mauvais investissements quand même. Il y a beaucoup d'opportunités pour créer de la valeur puis se faire du cash. Le MRN, pour répondre à ta question, c'est le multiple de revenus net. Donc, quand on parle de net, on va soustraire en fait les dépenses qui sont reliées à l'immeuble, que ce soit les taxes, que ce soit le déneigement, les assurances, par exemple. Donc, il y a des dépenses qui sont réelles, les coûts réels, et puis il y a des dépenses qui sont harmonisées. Donc, c'est quelque chose que le monde ne connaisse pas. Ils se disent souvent, ils vont calculer, par exemple, juste les dépenses réelles sans considérer que, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de concierge, c'est vrai qu'il n'y a pas de frais d'entretien en tant que tel pour le propriétaire actuel. Mais les banques, eux, ils ne regardent pas ça de la même façon. Pour mettre toutes les choses égales, puis pour mitiguer leurs risques, ils vont harmoniser les dépenses. Donc, l'harmonisation des dépenses, ça va comprendre de mettre... il y a des catégories, par exemple. Il y a les 6plex, les 7 à 11, puis les 12 plus. Il y a même 12 plus béton, mais on ne va pas rentrer dans ça pour garder les choses simples. Donc, ce que ça fait, c'est ça attribue une valeur dans chaque catégorie, que ce soit administration, frais de maintenance, conciergerie, en mettant des coûts fixes par catégorie, et puis pour les vacances aussi, ça permet justement pour la banque d'être capable de calculer le risque impliqué avec le bien, puis mettre les choses égales.
Excellent, excellent. Puis, je ne sais pas si on a rentré dans ce point-là, mais là, tu as dit les 6 logements, 7 à 11, 12 et plus. Euh, on peut-tu aller un peu plus en détail par rapport justement à l'administration, les vacances, tout ce qui est un peu plus harmonisé? Tu peux-tu donner un peu plus de détails par rapport à cet Oui, élément-là? absolument, absolument. Donc, comme j'avais dit tantôt, il y a les coûts harmonisés et il y a les coûts réels. Donc, quand on parle de coûts réels, on va parler de taxes municipales, taxes scolaires, assurance, coûts de Hydro-Québec, énergie et chauffage. Donc, ces coûts-là, la banque va prendre ce qui est l'actualité, c'est quoi les dépenses réelles. Mais quand on parle des coûts qui sont harmonisés, par exemple, on va parler de la conciergerie, par exemple. Donc, pour conciergerie, on va mettre un 125 pour les 6 logements par porte, et puis 170 entre les 7 et 11 logements, et puis 300 pour les 12 logements et plus. Pour l'entretien, on va mettre un 500 par porte dans toutes les catégories, que ce soit 6 portes ou 12 portes, et tout ce qui est entre les deux. Et puis pour les vacances et frais d'administration, donc on commence avec 3% avec les 6 portes, 4% sur le revenu brut en passant pour les 7 à 11 portes, et dans les 12 portes, on va mettre un 5% dans chaque catégorie. Super. Je pense que ça donne beaucoup d'informations. Comme tu l'as mentionné si bien, Cali, il y a les dépenses réelles, puis il y a les dépenses harmonisées que, aux yeux des banques, bien, eux autres vont tout le temps effectuer un calcul qui est différent de la réalité. Il va peut-être être proche, Ouais. mais eux autres, ils veulent se protéger, dire, OK, je comprends qu'il n'y a pas de concierge sur place, je suis conscient qu'il n'y a pas d'administration nécessairement, mais il y a quelqu'un qui va devoir la faire. Exact. Donc, au final, la banque va le calculer comme si c'était des plus grands biens, puis selon le nombre de portes, va faire des calculs qui sont différents. Ça m'amène à un autre point, le TGA. Le Ouais. TGA, c'est quoi et comment il se calcule? Donc, le fameux TGA, le cap rate. Donc, une fois qu'on aurait calculé toutes ces dépenses-là, réelles et harmonisées, ça nous donne un chiffre, ce qui est le revenu net. Donc, ce revenu net-là, par rapport au prix demandé du bien, donc il y a un lien direct avec ce MRN, le multiple revenu net, et le TGA. Dans le fond, le TGA, c'est le revenu net sur le prix demandé multiplié par 100. Et ça va nous donner, en fait, le pourcentage qui est le TGA ou le cap rate. Qu'est-ce que c'est un cap rate? Dans le fond, si on a un cap rate de 5%, ça veut dire que si on aurait acheté l'immeuble cash, comptant, sans hypothèque, que sur ce montant-là total de prix de vente, ben, vous aurez un rendement de 5% annuel, par exemple, pour un TGA de 5% annuel sur votre argent. OK. Intéressant, intéressant. Puis effectivement, on l'entend souvent, peu importe les gens, surtout dans le commercial, on l'entend peut-être un petit peu moins pour les 6 logements parce que les valeurs de propriété ont tellement augmenté. Ouais. Ceci étant dit, pour les bâtiments commerciaux ou les plus grands immeubles à revenus résidentiels, on va parler du fameux cap rate, effectivement, pour savoir c'est quoi le rendement qu'on a, l'indice du rendement par rapport à l'achat de l'immeuble. Puis là, on parle, on donnait un exemple de 5%. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est plus ou moins 5%, dépendamment du type de propriété? En effet, Jean-Philippe, ça tourne aux alentours des 5%. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Mais il faut aussi garder en tête que un TGA qui est bas ne veut pas dire que ce n'est pas un bon investissement. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire de l'argent dans l'immobilier, en investissant avec l'immobilier. Et un TGA qui est bas, justement, peut dire que peut-être que vous pouvez l'acheter à un plus bas prix, puis créer la valeur dans le bien. Et donc, là, ça vous crée une opportunité, en fait, d'avoir une autre façon de faire du cash sur l'immeuble que vous venez d'acheter. Au lieu de chercher l'immeuble qui a peut-être un TGA qui est déjà haut, qui ne reste plus d'optimisation à faire, c'est aussi un bon investissement, mais c'est différent comme investissement. C'est quelque chose peut-être qu'on va acheter juste pour garder comme ça. Alors que si on a un TGA qui est bas, il y a peut-être une chance, une façon de créer la valeur de plus. Puis peut-être on va parler de refinancer par la suite.
puis peut-être acheter un autre bloc par la suite. Donc, il ne faut pas trop viser sur ces trucs-là. Oui, c'est important, en effet, mais ça ne veut pas dire, c'est pas noir et blanc, ça ne veut pas dire, oh, ben, un TGA de X ben, j'achète rien en dessous de ça. Il faut regarder chaque situation pour ce que c'est, pour justement voir, ben, malgré le TGA qui est bas, est-ce qu'il y a une façon qu'on peut faire de l'argent avec cet immeuble-là? Et souvent, la réponse, c'est oui. Excellent. Puis tu apportes plusieurs avenues. Je trouve ça intéressant pour les gens qui nous écoutent. Ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est une question d'analyse selon le potentiel de l'immeuble, la qualité de l'immeuble, le TGA, puis tu as tout mettre ça dans un grand bassin. Puis ensuite, on est capable de prendre une décision éclairée. Évidemment, selon le type d'investisseur qu'on est également. Là. Exact, oui. Ensuite, le RCD. RCD, c'est quoi? Donc, RCD, ça veut dire le ratio de couvrement de dette. Donc, c'est un chiffre qui est assez important parce que ça va nous dire, en fait, dans quelle façon la propriété peut être financée si la banque va vous laisser passer avec un 20% de mise de fonds, 25-30%, ben, selon l'individu toujours aussi et leur expérience dans l'immobilier. Mais ce que c'est le service de dette annuel de l'immeuble qui est calculé avec le revenu net. Donc, le revenu net divisé par le service de dette annuel va nous donner un ratio. Donc, un ratio qui est plus bas veut dire que, disons, un ratio de 1 veut dire que vous avez juste assez pour couvrir l'hypothèque sur un an avec les revenus actuels de la propriété. Donc, plus grand le ratio est, le mieux que c'est, parce que ça vous donne un peu plus de flexibilité, un peu plus de lousse pour s'il y a de quoi qui se passe dans l'immeuble. Si vous avez peut-être un taux de vacances qui s'augmente un peu plus que ça devrait, bon, ben, vous avez quand même, mettons, un 20% de plus de revenus pour couvrir les vacances pour une période qui pourrait être indéterminée. Dans un cas comme on est aujourd'hui, par exemple, dans le COVID, les locations ne sont pas faciles. Donc, c'est sûr que si vous avez acheté un immeuble dernièrement, puis c'était un RCD bas, ben, ça se peut que vous vous trouvez un peu serré dans vos finances parce que peut-être que vous ne couvrez pas assez, justement, l'hypothèque. Mais si c'est plus haut, ça vous permet de respirer un peu s'il y a de quoi qui se passe, comme COVID. Absolument, absolument. Puis c'est un peu où est-ce que les banques regardent cet élément-là dans le but de dire c'est quoi le niveau de risque. Puis plus, par exemple, le RCD est haut, plus à ce moment-là, les banques sont rassurées de dire, OK, il y a un surplus à chaque mois. Exact. Donc, même s'il y aurait plus de vacances, même s'il y a une situation économique, même si le client n'a pas nécessairement toujours les fonds nécessaires pour payer, l'immeuble en soi crée un surplus par rapport aux revenus qu'il génère. Exactement, c'est ça. Il y a des nouvelles règles également. Oui, en effet, maintenant, la SCHL, elle oblige, en fait, pour les 6 portes et plus, une évaluation. Donc, il se trouvait qu'avant, c'est possible que oui, ils la demandent, c'est possible que non, mais maintenant, c'est coup sur coup. Ben, ça prend en vigueur en début de l'année, mi-janvier, je pense. Ils vont mettre un press release sur ce point-là. Mais maintenant, les acheteurs vont devoir, en fait, faire évaluer l'immeuble par un évaluateur agréé. C'est pas une mauvaise chose parce que ça veut juste dire que vous pouvez vous lier avec un évaluateur. Puis c'est sûr que si vous avez un évaluateur avec qui il y a un dialogue, puis vous vous connaissez, ben, peut-être que les valeurs vont peut-être être un peu mieux, alors que si c'est aléatoire, l'évaluateur qui va venir évaluer votre immeuble, puis lui, il estime que la valeur est plus basse, ben, ça se peut que vous vous trouvez à mettre une plus grosse mise de fonds que vous aurez voulu le faire au début. Donc, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est sûr que ça rajoute des coûts lorsque c'est le temps d'acheter un bien. Ça rajoute des coûts, ça rajoute peut-être des délais également? Ça rajoute également des délais, bien entendu. OK, bien noté, bien noté. Le prix par porte, je veux dire prix par porte, ratio évaluation municipale versus le prix de vente. Tu peux-tu nous parler de ces deux éléments-là? Donc, justement, en parlant des évaluateurs, ce sont des façons qu'eux, ils vont estimer la valeur d'un bien. Il y a plusieurs façons de le faire. Ça serait de regarder les comparables, les TGA des comparables, puis voir en conséquence des revenus de l'immeuble, en considérant également l'état de l'immeuble, du bien,
Puis, regarder les prix par porte des comparables aussi. Regarder les ratios versus l'évaluation municipale des comparables également. Donc, ce sont des façons, en fait, que l'évaluateur, lui, va déterminer les valeurs, les plusieurs façons de déterminer les valeurs. Puis, il va voir c'est quoi la tendance avec les chiffres qu'il aurait calculés des différentes façons pour trouver quelque chose, une moyenne entre les façons qu'il a calculées pour déterminer la valeur du bien. Ah, absolument. Très intéressant. Puis, ça m'amène sur un dernier point, Kali. Si, admettons, on avait à mettre trois, par exemple, situations différentes. Par exemple, un investisseur a décidé d'acheter principalement du commercial. Ensuite, on parle d'immeubles à revenus. Puis ensuite, on parle qu'un autre investisseur qui a dit, moi, ben, j'achète juste des condos à louer. Donc, quelle est la situation aujourd'hui par rapport à ces trois scénarios-là, par rapport à la situation économique d'aujourd'hui, puis également par rapport à la personne qui l'a acheté avant versus si elle veut le revendre ou si elle veut en acheter d'autres prochainement, qu'est-ce qui va se passer dans le marché selon ton expérience? Ben, selon mon expérience, puis ce qui est déjà en train de se passer, en fait, les valeurs locatives en ce moment sont en train de baisser. Les commerces sont en train de souffrir un peu, vu tout le confinement qui se passe, puis le manque de business. Donc, ça se peut qu'on va voir une correction dans le marché au niveau des valeurs bientôt. Déjà, on peut voir que les loyers commencent à baisser parce qu'il y a plus de Airbnb sur le marché. Bon, il y en a, mais il n'y a personne qui les loue. Donc, le monde qui sont propriétaires de ces Airbnb-là, de ces logements-là, les remettre sur le marché locatif long terme. Donc, on a un surplus d'appartements à louer en ce moment. Ben, s'il y a un surplus, ben, c'est l'économie, c'est l'offre et la demande. S'il y a plus d'offres que de demandes, les prix vont baisser. Même chose pour les commerces. Si on se trouve avec beaucoup de locaux vacants, ben, même chose, c'est la même règle qui s'applique. Il y a plus d'offres que de demandes, les valeurs vont baisser. Donc, c'est sûr que il faudrait s'apprêter à ce qu'il y ait une correction bientôt si les choses continuent comme ça. Si les frontières s'ouvrent pas aux voyageurs, puis si la situation mondiale se corrige pas, ça se peut que les valeurs vont baisser. Donc, selon moi, puis selon probablement plusieurs expertises aussi, selon la SCHL même, qui vient de lâcher une publication à ce sujet pour les condos dans le sud-ouest et Griffintown, il y a beaucoup plus de propriétés à vendre parce que les investisseurs, ben, peut-être qu'ils veulent vendre parce que si ça reste vacant, ça ne sert à rien. Ils sont mieux de vendre pour récupérer leur argent puis peut-être le mettre ailleurs. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je ne suis pas clairvoyant. Si je l'étais, bon, je pourrais vous dire à 100%, mais j'ai l'impression qu'on va voir une correction bientôt. On a définitivement des indices qui nous démontrent qu'il va y avoir un changement. Qu'on parle de correction ou non, on est justement à un tournant. Donc, le tournant peut prendre vers la gauche, vers la droite, mais on n'est pas vers une courbe montante comme on a vu dans les 5 dernières années ou les 10 dernières années. Donc, il s'agit d'être vigilant dans ce que vous voulez acheter. Peut-être qu'on va voir des opportunités, que ce soit pour acheteurs de condos ou que ce soit peut-être pour acheteurs d'immeubles commerciaux. Il va certainement avoir des opportunités dans le marché actuel. En terminant, Kali, as-tu peut-être un conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui veut investir dans le marché actuel, que ce soit dans le prochain 6 mois, 1 an ou 2 ans? Aurais-tu un conseil à donner? Oui, absolument. Je dirais, c'est sûr qu'il faudrait choisir un courtier qui connaît le secteur où vous voulez investir. Puis, il faut regarder les choses avec plusieurs chapeaux sur la tête, pas juste avec un angle chiffre, chiffre, chiffre. Il faut regarder le potentiel, trouver un courtier qui connaît bien son secteur et puis trouver un évaluateur avec qui vous pourriez travailler par la suite. Il faut bâtir une équipe autour de vous, une équipe autour de vous pour être bien encadré quand ça vient le temps pour chaque étape, même si c'est pour optimisation. Ben, ça serait bien d'avoir une équipe d'avance de rénovation que vous voulez faire affaire avec. Comme ça, quand ça vient le temps de passer à l'action, ben, vous n'avez pas à chercher, vous savez déjà comment vous enligner, vous avez déjà un plan de match. Donc, planifiez vos choses, entourez-vous bien, encadrez-vous bien, et ça devrait bien se passer. Fantastique.
On avait la chance d'avoir Kalignan, un expert pour tout ce qui est immeubles à revenus, commerciaux, l'investissement. C'est quoi la différence d'investir dans un condo, un 4 logements, un 12 logements, 24 logements, les ratios qu'on doit regarder, la vue d'ensemble, porter plusieurs chapeaux comme Kali l'a mentionné, avoir une vision différente. On parle souvent des deux côtés de la médaille. En immobilier, on n'a pas juste deux côtés, on a probablement 10 côtés. Donc, il s'agit de vraiment avoir une vue d'ensemble sur le projet au complet pour savoir, comme tu l'as si bien mentionné, est-ce qu'on a potentiel d'augmentation, d'optimisation dans un marché où est-ce que les valeurs ont grimpé énormément? Il s'agit de voir le bien de différents angles. Merci d'être là aujourd'hui, Kelly. Merci encore une fois aux gens qui nous écoutent. Votre courtier immobilier, Jean-Philippe Loisel, avec plus de 1000 transactions immobilières, mais surtout et surtout, le plus important, avec la meilleure équipe qui m'entoure. Bonne journée à tout le monde. Merci.